Eh bien le bonsoir à tous les êtres naturels vivants. Comment allez-vous les amis? Comment ça va François? Bonsoir à tous. Hop, on va changer de couleur. Et bah tu peux y aller. Bon, ce soir donc, on va aborder la question des facteurs de vieillissement prématuré. Et évidemment, le but, ça va être de pouvoir limiter ces facteurs de vieillissement prématuré en considérant qu'on est un peu victime parce que, on va dire, la plupart des gens n'ont pas en tête les importances relatives de tous ces facteurs, de façon générale, sur l'ensemble de la population, donc avec des moyennes, on va dire, et puis sur leur propre vie à eux. Donc là, avec le fait d'aborder ces principaux facteurs, il y en a 5, peut-être on en a déjà vu quelques-uns autres aussi dans les conférences précédentes, eh bien, on va avoir la possibilité de s'apercevoir que pour soi-même, chaque personne va pouvoir se dire, bah, pour moi, le premier facteur, finalement, c'est peut-être celui-ci ou celui-là, et savoir, on va dire, le réguler. Le but étant que on peut considérer que les civilisations progressent à partir du moment où elles sont gouvernées par des sages. En général, sagesse et expérience et calme émotionnel vont de pair, donc avec l'âge, mais il ne faut pas tomber non plus dans le gâtisme comme au Sénat. Voilà, donc il faut une certaine limite d'âge, on va dire, par rapport aux fonctions cérébrales. Et puis, le, le fait en fait d'être gouverné par des sages qui ont l'expérience et qui ont l'âge, eh bien, ça permet d'éviter tout un tas d'erreurs aux civilisations et d'entrer dans des, des mécanismes de précaution sur le développement civilisationnel. Voilà. Donc, a priori, on devrait pouvoir, dans les années qui viennent, avoir accès aux mêmes résultats par des moyens naturels que le fameux programme californien de prolongation de la vie, donc les programmes d'immortalité. Parce qu'en réalité, qui vous dit qu'on vous parle de programme d'immortalité dit qu'en fait, il y a des gens qui ont déjà accès à tout un tas de choses. Et puis à chaque fois qu'il y a un truc qui sort, c'est un peu comme pour l'énergie libre, c'est racheté, c'est brevetisé. Voilà, on rachète les brevets, on les met dans un tiroir, on les garde pour les gens que certaines entités ont décidé de soit cloner, soit prolonger, soit aider un petit peu parce qu'ils considèrent que prolonger certaines personnes, eh bien, il faut trier qui on prolonge et qui on évite de prolonger. Je rappelle qu'on a du Rockefeller qui allait se faire 6 opérations du cœur en 20 ans. Et à mon avis, il y a du cœur d'enfants palestiniens au milieu. Donc, voilà, se faire greffer 6 fois des cœurs ou des organes récupérés sur des gamins qui, parce qu'ils ont jeté une pierre, les méchants, voilà, vont se faire trucider pour leurs organes en réalité, puis garder pendant des années en geôle comme réservoir, que ce soit en Chine ou que ce soit en Israël, à chair fraîche. Voilà, ça devrait être un petit peu on va dire, évité, sécurisé. Alors on va même donner les moyens à ceux qui ne sont pas forcément dans les vues de Dieu, les vues de Dieu d'accéder à ces connaissances. Je vais vous donner ce soir, on va dire, 80% de ces facteurs que moi j'utilise, donc c'est déjà énorme. Et puis après, pour tout ce qui est application pratique, des 20% restants et des choses un petit peu spécifiques, ce sera sous une forme privée, parce que j'estime effectivement comme eux qu'il s'agit de trier ce qu'on prolonge, ce qu'on aide à se prolonger, parce que la matrice choisit de prolonger, et puis ceux qui devront chercher comme moi j'ai cherché, comme plein d'autres ont cherché. Et puis voilà, vu ce que je vais leur amener, on va dire en termes de simplicité de vision, ça va être très efficace. Alors j'ai mis dans le StreamYard, Damien, si tu peux les partager sur le live général, j'ai mis deux images de deux bouquins sur lesquels j'avais travaillé, parce que je les ai lus. Et il y en a un qui est de mémoire de Thierry Soucard, si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est ça, c'est Thierry Soucard. Ouais, donc il est un grand spécialiste des Arrêtons de vieillir. L'immortalité ou arrêtons de vieillir? Arrêtons de vieillir, donc ça c'est Thierry Soucard, c'était un mec qui publie souvent dans les magazines Science et Vie, Science et Avenir, etc. Voilà, c'est un grand spécialiste, c'est une sorte de journaliste scientifique sur tout ce qui est les preuves scientifiques des programmes de compléments alimentaires, de supplémentation et d'adaptation, on va dire, de la science des compléments alimentaires et de la compensation de la malbouffe, on va dire, sur le mode de vie occidental. Donc, si vous avez deux livres à lire, c'est celui-là, Arrêtons de vieillir, de Thierry Soucard. Enfin, c'est Pierre Boutron du CNRS, mais mis en forme avec Thierry Soucard édition. Voilà. Le deuxième, c'est Le Code de l'immortalité de Miroslav Radman.
Alors malheureusement, j'ai pas pu les relire parce que je vous ai dit que les RG m'ont détruit toute ma bibliothèque. Et donc, j'ai plus aucun livre pratiquement lisible. Ils ont tout pris la flotte ou été détruits ou abîmés, bon bref. Mais je les ai lus il y a à peu près une vingtaine d'années, donc je me rappelle à peu près ce qu'il y avait dedans. Donc je vais faire la conf de mémoire 100%, mais peu importe. Théoriquement, ça va fonctionner quand même. Et donc, dans ces ouvrages qui sont vraiment des études scientifiques des facteurs de vieillissement, il y a on va dire, un classement des facteurs de vieillissement. Alors, le code de l'immortalité s'intéresse surtout à la question de l'ADN et à la copie de l'ADN, puisqu'il va chercher, y compris sur l'animal, comme des pieuvres, il va chercher des pieuvres qui ont 5000 ans. Donc, quand vous avez un animal qui arrive à vivre 5000 ans, c'est qu'il a un truc. Bon, il y a des arbres qui ont des milliers d'années ou plusieurs centaines d'années parfois. Il y a vraiment des micro-organismes qui peuvent avoir comme ça des milliers d'années. Il y en a où on ne sait même pas les dater tellement on a des doutes, quoi. Voilà, donc il y a peut-être des êtres éternels sur Terre, notamment les pieuvres. Donc c'est aussi pour ça qu'on certains s'amusent de considérer qu'il y a peut-être des pieuvres aussi dans le monde extraterrestre, parce que les pieuvres c'est très intelligent au niveau ça a en apparence pas de cerveau, mais c'est extrêmement intelligent. Et sur des tests de logique et tout ça, on ne comprend pas comment un animal peut être aussi intelligent en ayant aussi peu d'interaction avec on va dire des environnements intelligents. Il a des environnements plutôt primaires en termes d'interaction. Voilà. Et donc, sur le cas de l'ADN, par exemple, pour la pieuvre, c'est le fait qu'elle a une double hélice. Et en fait, elle a deux codes génétiques, ce qui fait que s'il y en a un qui est dégradé, qui sont des copies conformes, hein. Donc, s'il y en a un qui est dégradé, eh bien, il y a l'autre qui peut servir comme modèle de référence. Donc, on abordera aussi la question de la désagrégation, on va dire, du message génétique. Et des causes de cette désagrégation. Mais le fait d'avoir deux codes génétiques, on va dire en parallèle, ça permet que s'il y en a un qui est déficient dans une cellule, eh bien c'est l'autre, c'est celui qui a les infos de base non altérées et non dégradées qui sert à la copie, quoi. C'est un peu comme si vous faites une photocopie d'une photocopie d'une photocopie. Bon, le problème, c'est qu'au fur et à mesure, avec l'ADN, c'est un peu le phénomène d'usure qui se passe et c'est de moins en moins lisible. Et si vous avez toujours un deuxième original, eh bien, si jamais vous voyez qu'il y a quelque chose qui est plus lisible sur la première photocopie au bout de X duplications cellulaires, eh bien, vous avez un deuxième original qui permet de repartir de quelque chose de sain et de propre. Et après, vous faites une photocopie immédiate de cette première photocopie et vous la stockez à nouveau comme garantie au cas où, au bout de centaines de copies, il y aurait de la dégradation dans le code ADN. Voilà, donc il y a des animaux qui ont vraiment des caractéristiques dingues par rapport aux autres êtres de la planète. Et comme le fait d'avoir deux ADN en fait qui sont des copies conformes. Voilà, donc c'est une sorte de code de sécurité. Pour Thierry Soucard, bon, là, on est sur tout ce qui est complément alimentaire. J'ai déjà traité tous ces aspects-là dans les confs précédentes, donc je vais pas trop revenir dessus. Et puis, de toute façon, les solutions vont être en privé là-dessus, puisqu'on n'aura pas le temps dans cette heure d'aborder en totalité les produits auxquels je pense. Alors, il y avait aussi des films, je ne sais pas si vous aviez vu, bon, on en avait cité l'autre fois Limitless, mais il y avait aussi une molécule qui s'appelait la X10, qui était sortie dans les années 92 et qui avait fait un moment fureur, un peu comme la mélatonine à son moment, donc tout le monde qui se rue sur un truc, et puis après il y a un effet d'aubaine, et après il y a un effet de lassitude, mais la X10, très vite, elle a été mise de côté, parce qu'elle n'avait pas d'effet elle remplaçait pas une fonction naturelle, enfin, si d'une certaine façon, mais là c'est plus complexe que la mélatonine artificielle qui remplace la mélatonine endogène. Bon. Voilà, donc en fait, on la trouve plus, elle existe, elle a disparu du marché. Donc à chaque fois qu'il y a une nouveauté qui sort, c'est comme les moteurs énergie libre, tout de suite c'est mis dans des tiroirs et on se pose des questions pourquoi. Parce qu'il y a des gens qui recensent toutes ces solutions, les mettent en projet cohérent et puis après choisissent et trient sur le volet les gens qui vont y avoir accès. C'est moi, à mon niveau, en partie avec ce dont je dispose en termes de connaissances et de produits, c'est un peu ce que je vais aussi faire, mais sans que ça pèse des centaines de milliards et que ce soit en Californie, dans la Silicon Valley. Voilà, et sans silicone. Voilà. Alors, le premier facteur de vieillissement au monde, comme je l'avais déjà cité dans une visio précédente, c'est le port de charges lourdes.
Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que les gens qui portent des charges lourdes, eh bien, ils ont l'espace entre les vertèbres. En fait, les vertèbres, elles ont un espace avec un liquide intervertébral, et puis l'espace, à cause du port des charges lourdes, se réduit. Et cet espace est très riche en colloïdes. Et finalement, en étant expulsés, les colloïdes se retrouvent là où il n'y a pas besoin qu'ils soient. Et donc, en fait, les espaces aussi électriques entre les vertèbres sont pas suffisants. Et donc, il y a une sorte de mini court-circuit parce que les vertèbres se rapprochent, et donc l'isolant, qui était aussi un isolant électrique et dynamique, par manque de mouvement et par donc port des charges lourdes, eh bien, fait qu'à la fin, il y a des soucis électriques sur les vertèbres et finalement même des becs de perroquet. Ça va de pair aussi avec l'oxydation généralisée. Donc même les becs, des fois, ils rejoignent une vertèbre et une autre. Ils font carrément une jonction. Et des fois, il y a des gens qui ont des vertèbres soudées, et quand on les opère, c'est même compliqué. Des fois, on préfère laisser souder parce que ça enlève la douleur. Mais par contre, ça fragilise totalement le fonctionnement organique, parce qu'il y a un lien dans organes, vertèbres, émotions, et il faut qu'il y ait des strates de dissociation. Donc c'est un empilage. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Tintin au Tibet, il y a des fois des structures comme ça, sur des sortes de mini-temples en montagne, où il y a des piles qui sont justement empilés, comme ça, comme des disques, et puis qui ont un espace, en fait. Et la colonne, en fait, c'est un système dynamique. Donc, pour tous ceux qui ont vu les vidéos sur tout ce qui est système égyptien antique, il y avait toute une série qui était fabuleuse. Là, j'ai pas le nom qui me revient, mais peut-être certains dans le chat vont la retrouver. C'était une série sur comment fonctionnait tout le système énergétique égyptien autour des pyramides. Et il y avait aussi des révélations initiatiques dans cette série. Donc c'est une série d'une quinzaine de vidéos qu'on retrouve sur Lumière sur Gaïa. Malheureusement, j'ai plus le nom en tête. Ça va me revenir au cours de la vidéo, je pense. Voilà, donc des empilements de systèmes dynamiques avec des espaces isolants, eh bien il faut que ça respecte les espaces. Et chez les Péruviens, donc j'avais cité dans une conf précédente, que de 54 ans, on passait à 39 ans si les mecs travaillaient à la mine avec une charge lourde sur le dos 8 heures par jour. Donc, c'est le premier facteur de vieillissement connu, le port de charge lourde. Moi, dans mon métier, je connais aussi les problèmes des déménageurs de piano qui, en fait, ne peuvent pas faire ça pendant 20 ans. Donc, quand il y a une profession que vous ne pouvez pas faire pendant 30 ans, ça veut dire qu'il y a un problème dans la profession, telle qu'elle est exercée, ou avec les moyens qu'elle est exercée. Je pense aussi, par exemple, à tout ce qui est travail de nuit, mais là, on parlera du système endocrinien. Donc là, on va rester d'abord sur la question des charges. Donc, vous savez aussi que pour les enfants, ils ont réduit le poids du cartable. Moi, j'ai eu un exemple problématique quand j'ai acheté justement sur recommandation du document du collège pour mon fils aîné, j'ai acheté un sac avec les roulettes. En fait, c'était le seul, mon fils, qui avait le sac à roulettes, et il se faisait emmerder par les autres qui mettaient des coups de pied dans son sac à roulettes quand il le traînait par terre. Donc, à la fois, dans le papier, la loi venait de passer pour la limitation à 15 ou 20% du poids du gamin dans le sac, avec les bouquins, et en même temps, le fait qu'il ait le sac à roulettes, il se faisait emmerder comme un rat mort, et finalement, on a dû le changer de collège, quoi. Et le mettre dans un collège privé très cher, en plus, pour les surdoués. Bon, bref. Parce que j'ai eu de la pression familiale pour qu'il soit mis à Michelet à Nice, mais le même psy qui faisait les expertises psychologiques et QI pour le mettre à Michelet, qui a trouvé 149, bon, en même temps, il était actionnaire et fondateur de l'école Michelet, donc business is business. Voilà, bon, enfin bref, donc ça a coûté un peu cher à ma famille et aussi à mon couple, parce qu'on s'est un peu frité là-dessus, 1000 balles par mois pour mettre un gamin qui avait déjà 1 an d'avance pour qu'il gagne une deuxième année d'avance, c'était un petit peu lourd. Mais c'est vrai qu'il y avait du harcèlement là-dessus. Donc, dès que vous sortez du rang, vous voyez bien sur les questions de couillonna circus, de traitement versus va, queue et sein, et ou de vieillissement prématuré par les charges lourdes, et que vous dites à votre gamin des indications sur le fait de ne pas se mettre le dos en compote avec des sacs et que vous lui offrez les moyens, tout de suite vous êtes discriminé, vous êtes emmerdé, ou lui, il est emmerdé, quoi. Voilà. Pour info aussi, tiens, j'avais fait un truc, c'est que les gamins, quand ils rentraient de l'école, ils étaient obligés d'aller dans la véranda pour faire leurs devoirs. Donc, je leur mettais déjà en 6e, je m'opposais complètement aux devoirs assis. Donc, tous les devoirs devaient être faits debout ou en mouvement. En tout cas pas assis, pour éviter la stagnation du déficit en mouvement, qu'ils ont déjà 7 heures par jour à l'école. Et puis aussi, le fait d'être dans les vérandas, je rappelle le phosphénisme, c'est que si là, tous les gens qui nous écoutent veulent que leurs gamins soient à l'aise au niveau scolaire et réveillés, et c'est bon aussi pour le cycle endocrinien, et il faut qu'à chaque fois qu'ils entrent dans une classe d'école, ils aillent près des fenêtres.
au plus près des fenêtres. Pourquoi? Ils auront de la lumière naturelle. Et ça fait en moyenne 2 points en plus sur 20 pour tous les élèves, le fait d'être près de la fenêtre. Donc, indépendamment du rang, premier rang ou dernier rang, être près d'une fenêtre égale stimulation de l'œil par la lumière et donc du cortex, et donc un réveil plus important, et c'est un microphosphénisme. Le phosphénisme de Lefébure, c'était avec la lampe dans la gueule. Bon, voilà, on n'est pas obligé de faire comme les interrogatoires de flics pour stimuler le cortex. Et, voilà. Et donc, en fait, ça crée un dynamisme, et après un bon repos, parce que qui dit stimulation du cortex par la lumière, dit que l'obscurité va avoir un effet avec le pic inverse, donc mélatonine versus DHEA, pour le réveil sur le cortex. Voilà, donc mélatonine pour le cerveau arrière, hypothalamus, etc. Et DHEA pour le cerveau, on va dire principalement avant, donc le cortex. Donc voilà, le port de charge lourde, c'est quelque chose que chacun peut identifier comme un facteur qui l'impacte plus ou moins dans la vie. Et après, il y a de façon corrélée, évidemment, le déficit en mouvement. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Il y a des systèmes d'assises dynamiques. Vous cherchez les ballons, les coussins comme j'ai moi. Le fait aussi que quand vous respirez, que vous êtes en position assise parce que votre métier, votre activité momentanée vous y contraint, vous devez amplifier les cycles respiratoires avec extension et un petit peu d'effort musculaire. Et puis après, carrément presque vous voûtez à l'expire pour avoir une contraction abdominale et stimuler à la fois le foie, stimuler le fait que dans la pression d'air au moment où vous expirez, vous avez de plus en plus l'air qui sort et de moins en moins d'air dans les poumons, voilà. Et donc moi je fais ça en permanence en fait dans ma vie quotidienne, c'est-à-dire je passe ma vie à m'exercer à respirer. Alors des fois j'oublie pendant des heures et des heures, mais je relance le bébé parce que sinon les abdos y perdent, le périnée aussi y perd. Je rappelle que le périnée, c'est là où le père y naît. Voilà, donc en fait, il y a des muscles qui doivent participer à des phénomènes d'alternance dynamique en contraction et étirement, et il faut les stimuler. Donc, je rappelle aussi qu'au niveau respiratoire, il y a 3 niveaux de respiration. Donc tous les musiciens avant, ils connaissent ça par cœur. Il y a la respiration vers le haut qu'on appelle un peu claviculaire, la respiration thoracique où les poumons gagnent sur l'avant, et la respiration abdominale où on essaie de gonfler le ventre comme si on voulait pousser les poumons vers le bas. Et en fait, il faut savoir travailler les 3 et après mixer les 3 dans le cycle. Et alors, on peut les mixer avec un certain ordre. Ça, je laisse les gens étudier ça indépendamment, mais il y a aussi les 3 tendances qui existent dans les Ayurveda, à savoir les gens qui sont plutôt en forme de poire, qui vont être donc les kapha. Il y a les pitta, donc, qui vont être plus adaptés à une respiration, on va dire, du hara et du ventre, mais qui peuvent justement avoir tendance à être gros à cause de ça. Il y a les pitta qui vont être pulmonaires et qui, eux, quand ils marchent, parce qu'ils sont sur la pointe des pieds. Et puis, les pitta. Et après, il y a les vata qui sont maigres et qui peuvent avoir tendance à utiliser la longueur pour créer de l'inflation de volume pour les poumons. Donc, en fait, il faut savoir mixer les 3 pour qu'il y ait toujours des mouvements dynamiques sur tout un tas de muscles, que ce soit les trapèzes, que ce soit aussi certains muscles pour les femmes qui quand on dit le X, muscles, les seins, etc. Donc, en fait, il y a des phénomènes dynamiques à entretenir qui stimulent tous les fascias et tout le tissu interstitiel pour qu'il y ait du mouvement dessus. Bon, il y a aussi des phénomènes aussi d'alternance latérale où on peut très bien s'amuser à se balancer. Moi, même quand je suis à l'orgue ou au piano, je m'amuse des fois à me balancer ou être dans des mouvements qui créent un peu de dynamique. Alors, c'est pas aussi bien que marcher, mais on va dire c'est déjà beaucoup plus dynamique qu'une simple position assise standard. Voilà. Donc, ça, c'est dit. J'invite les gens à toujours considérer que du temps perdu ou passer le cul sur la chaise immobile égale de la mort, parce que la vie se caractérise par le mouvement et les cycles avec des amplitudes dynamiques dans un sens et dans l'autre. Alors après, donc dans ces problèmes de colonne vertébrale, il y a aussi l'oxydation sanguine. Donc ça, je l'ai traité un petit peu avec la question des dents dévitalisées, puisque les foyers infectieux, notamment bucco-dentaires, qui sont les principaux foyers infectieux actifs, en tout cas en France, et surtout chez l'occidental sédentaire, eh bien, ça produit de façon électrique la même chose que le port de charge lourde, à savoir que y a une maladie qu'on appelle la maladie de Paget, et qui se caractérise in fine avec le fait que les os en fait, vont attirer les minéraux et vont faire que les minéraux vont floculer en périphérie articulaire et des vertèbres. Et ça, c'est dû au fait qu'on produit des toxines, donc c'est endogène, hein, c'est dans le parodonte, et ces toxines sont tellement virulentes que même à très faible dose, on va dire, même si c'est, on va dire, 1 million de fois moins qu'une vraie septicémie, ou carrément il faut opérer en 15 jours sinon on meurt, eh bien en fait, ça bloque beaucoup au prorata de la faible quantité de toxines qui circulent. Je rappelle que les toxines produites dans des dents dévitalisées ou dans les espaces entre les racines et le parodonte, eh bien elles circulent en quelque chose comme 12 heures dans un sens et 6 heures dans l'autre.
ou 2 heures, je ne sais plus. Bon, c'est dans mon dossier sur les dents dévitalisées, dans mon livre. Donc, il y a ouais, je crois que c'est 12 et 6, un truc comme ça. Donc, en fait, on peut voir que si on met des traceurs radioactifs, très vite, ce qui est là dans le parodonte se retrouve dans le sang, et inversement, ce qui est dans le sang peut se retrouver dans le parodonte. Donc, en fait, ces fameuses toxines vont complètement bloquer la respiration cellulaire et bloquer les échanges. Et in fine, ça produit de l'oxydation et la non-consommation, notamment des minéraux qui devraient pouvoir rentrer correctement dans la cellule si la cellule pouvait faire ses cycles respiratoires et avoir un peu d'amplitude dans sa dynamique. Et voilà, donc là, je renvoie vers la vidéo que j'avais déjà citée dans une visioconférence précédente sur les dents dévitalisées. Mais il y a d'autres facteurs infectieux. Il n'y a pas que les facteurs bucco-dentaires. Il y a aussi, par exemple, pour les femmes, les ligatures de trompe. Ou pour certains aussi, quand ils ont été opérés des amygdales, des fois il y a des résidus dans les amygdales qui n'ont pas été bien enlevés. Il y a les poches parodontales aussi. Il y a aussi l'athérome, parce que l'athérome dans le cœur, eh bien, il y a même des gens qui ont un peu de l'athérome aussi dans d'autres artères. Eh bien, en fait, c'est des nids à bactéries. Donc des fois, on met un stent, on essaie d'avoir une opération, on va dire, mécanique pour éviter le danger immédiat. Mais l'idéal, ce serait d'avoir du décrassage électronique pour récurer le tuyau. Et ça, c'est possible avec des bonnes connaissances bioélectroniques, un bon usage de la chimie et de tout un tas de produits qui, en fait, vont avoir un effet de charge permanent, mais pas plus ou pas moins que l'ionisation négative de l'air, et surtout aussi que la non-production endogène de toxines. Donc le fait, par exemple, de chercher à consommer des produits, alors que 97% des Français, ils ont des foyers qui en permanence produisent des toxines, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Il ne faut pas commencer à acheter des produits si on a encore des foyers infectieux actifs avec des dents dévitalisées actives. Et des dents dévitalisées actives, eh ben, c'est rare qu'elles restent longtemps inactives. Parce que les facteurs de fatigue, même si elles sont bien dévitalisées, même si tout est nickel, à terme, ben, il y a très vite des bactéries qui nichent, qui travaillent, et puis on se lave pas toujours les dents après avoir mangé, ou on n'essuie pas toujours les sucres pour réavaler avec des bains de bouche, et donc il reste des sucres, de l'acidité, avec certains fruits, donc il y a toujours un petit peu de travail bactérien, et ce travail bactérien, il finit par s'incruster dans la bouche, et finalement dans le corps de l'être humain. Donc c'est un très gros travail d'être certain qu'il n'y ait plus de foyer infectieux actif. Et même quand on a tout décrassé au niveau chirurgical, on est obligé par derrière de prendre des cures de minéraux, de certains produits que je vais vous donner, vous révéler en termes d'information, et aussi des cures de mégadoses de vitamine D, comme j'en ai parlé, pour les gens qui ont eu des soucis dentaires importants, des soucis de parodonte. Parce que des fois, il y a des gens qui ont des très bonnes dents, mais qui finissent par avoir la maladie des gencives, le retrait gingival. Voilà, donc la parodontopathie. Voilà, donc on va dire ce que fait le poids au niveau de la colonne vertébrale en termes de vieillissement prématuré. Eh bien, l'oxydation de l'oxy dental, c'est dentaire, le fait aussi. Bon, sur un facteur de temps un petit peu plus long, hein. 15 ans à déménager des pianos ou à porter des charges lourdes, ça va être plus violent évidemment que 15 ans à garder des dents dévitalisées si les obturations canalaires sont bien faites du point de vue des radios, etc. Mais souvent, au bout de 20 ou 30 ans, il y aura quand même une inflation de toute la problématique du fonctionnement général de l'organisme et de l'équilibre homéostasique, cellulaire, extracellulaire, sanguin, tous les équilibres homéostasiques de tous les fluides du corps. Voilà, donc ça c'était le deuxième facteur, et qui joue donc jusqu'à faire des becs de perroquet aussi sur la colonne vertébrale. Même s'il n'y a pas le poids qui a fait, il y aura rétrécissement, il y aura, quand bien même il n'y aurait pas le liquide qui se barrait, eh bien il y aurait des becs qui peuvent aller d'un endroit à l'autre. Et moi, pour avoir vécu vraiment des choses étonnantes au niveau de la colonne vertébrale, je rappelle que quand j'ai fait mes extractions de dents dévitalisées, eh bien j'ai eu pendant 3 semaines des bruits qui étaient aussi forts qu'un clapping hyper fort comme ça. Donc, quand vous marchez, que vous avez des bruits comme ça sur vos os, sur votre colonne vertébrale, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. C'est la première fois de ma vie que ça arrive. Des fois, on a des craquements, mais c'est pas des bruits monstres, quoi. Et puis, là, c'est des bruits monstres, et vous vous dites, mais il y a un truc qui se casse. S'il se casse, c'est que ça s'était déposé et collé. Et qu'est-ce qui va se passer après? Et donc, j'ai eu vraiment peur d'avoir fait la pire connerie de ma vie pendant 3 semaines. Et en fait, au bout de 3 semaines, tout est parti et j'allais vachement mieux et il s'est passé vraiment des choses étonnantes. Donc, ça, c'est sur mon livre sur les dents dévitalisées. Il y a le témoignage aussi de quelques personnes, mais bon, j'en avais quand même interviewé environ 85 à l'époque pendant 2 ans d'enquête. Donc, c'est costaud, c'est-à-dire que ça se croise avec d'autres. Voilà, il n'y a pas de
c'est pas juste mon histoire personnelle, sous prétexte que moi j'avais des très mauvaises dents. C'est tous les gens qui même n'avaient pas trop des mauvaises dents, mais quelques dents dévitalisées, etc. Donc dès qu'ils éradiquent bien les foyers bucco-dentaires, les foyers infectieux bucco-dentaires, eh bien tout se passe mieux pour eux au niveau santé. Et il y a des choses qui même n'étaient pas vues à Lourdes. Je suis allé à Lourdes, j'ai vu des miraculés de Lourdes, des officiels ou des non-officiels. Et j'ai eu des choses dans le cabinet de mon dentiste en termes de témoignages qui étaient au-delà de ce que j'avais vu à Lourdes. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième facteur. Maintenant, on va parler du facteur qui n'est pas très connu parce que, ou qui est constaté, c'est l'angle solaire. On s'aperçoit que les civilisations qui vivent près de l'équateur, elles vivent pas très longtemps. Et celles qui vivent vers le nord, plus on va vers le nord, finalement, plus il y a une tendance à vivre vieux. Et la question, c'est que l'angle radian solaire, moyenne sur l'année, puisque entre été et hiver, la Terre, elle ballotte. Donc, il y a un angle qui va être plus ou moins fort, un angle d'incidence solaire. Et on pourrait dire que le matin, même en été, on va dire, il n'y a pas d'angle incident violent, le soir non plus. Mais le midi solaire, notamment en été, même pour nous, on a une très forte violence de l'angle solaire. Et c'est pas une violence qui est seulement si on est dehors au soleil. Donc déjà, évidemment, si on veut éviter qu'au bout de 5-10 minutes, on ait de l'ADN qui soit cassé par l'angle solaire avec tous les rayonnements, y compris surtout ceux qui nous traversent, donc les gamma, les X, etc. Parce que les UV sont arrêtés par la peau et c'est la peau qui crame au pire. Donc on le sent, c'est aussi un bon système de sentir qu'on est trop exposé au soleil, qu'il faut aller se mettre à l'ombre. Mais même si on avait une ombre, on va dire, style un arbre léger, en réalité, c'est pas une vraie ombre. Parce que l'arbre, il va filtrer les UV, il va filtrer l'infrarouge, puisque effectivement l'infrarouge aussi va taper sur les feuilles et très vite va être arrêté, il y aura un effet de froid sur les feuilles, donc voilà, mais il n'y aura pas le X et le gamma. Donc il y a des rayonnements solaires en fait qui vont nous flinguer l'ADN si on reste exposé. Et c'est vrai que quand les gens, si on compare Tchernobyl et l'exposition au soleil, c'est l'exposition au soleil qui nous grille le plus du point de vue radioactif, parce que c'est des ondes radio qu'on prend sur la gueule. Donc en fait, il faut jamais être exposé entre l'été, le printemps et l'automne, parce qu'en hiver, ça n'arrive pas. Le soleil monte à peine à 40 degrés au midi solaire. Mais sinon, fin de printemps, été et début d'automne, il ne faut pas être exposé aux heures chaudes et quand l'angle solaire on va dire, est pratiquement à la verticale, donc est peu filtré par l'atmosphère ou bien à dépasser les 60 degrés. Donc il faut être observateur de l'angle, sans se griller les yeux bien sûr, de l'angle entre l'horizontale et le soleil. Et dès qu'il a dépassé 60 degrés, eh bien, éviter de s'exposer ne serait-ce que 10-15 minutes au soleil. Alors, des fois, on peut pas faire autrement, parce qu'il y a des gens qui travaillent, etc. Moi, ça m'est arrivé quand j'ai construit ma maison. Pendant 2 ans, je me suis exposé à fond au soleil. Alors, on reçoit de l'énergie qui est oxydante et qui fait travailler le système. Donc, on fait des rêves très, très lucides, très clairs, etc. Puis, quand on fait un chantier, on est très tachycarde. On fait 8 heures par jour de sport, avec des brouettes de 90 kilos, des fois. Donc, c'est vrai, c'est très dynamisant d'être au soleil. Mais le truc, c'est qu'on se grille. Parce qu'en fait, il faut comprendre que le corps, en fait, il va renouveler ses cellules. À part les os, c'est tous les 10 ans à peu près les os. Mais les cellules, en moyenne, c'est des cycles de 6 mois à 2 ans. Et on peut faire de 50 à 85 cycles à l'heure actuelle. Et donc, vous faites 50 cycles fois 6 mois, ça vous fait vivre 25 ans. Donc, si vous devez vieillir vraiment hyper vite, en accélérant avec toutes les circonstances idéales pour vieillir, on pourrait en fait mourir normalement à 25-26 ans. Bon, j'ai un frère qui est mort à 26 ans, mais lui d'un cancer. C'est pas exposé autant que ça au rayonnement solaire. Et sinon, on pourrait faire du 85 cycles fois 2 ans. Alors, comptez bien, ça fait 170 ans. Donc, je suis en train de vous dire que la vie humaine telle qu'elle existe, elle peut osciller entre 50 et 85 renouvellements cellulaires qui iraient de 6 mois à 2 ans. Donc, plus vous êtes lent au niveau cardiaque, avec 3 respirations par minute, plus vous évitez tous les facteurs d'oxydation et de vieillissement, et plus vous pouvez prolonger votre existence, et qui plus est, et surtout, en bonne santé, puisque à chaque fois qu'il y a du vieillissement prématuré aussi, il y a des erreurs de copie de l'ADN, et nous, contrairement aux pieuvres qui vivent 5000 ans, eh bien, on n'a pas donc la double copie, la photocopie, on va dire, de sécurité au cas où ça merde à la reproduction. Donc, on ne peut pas avoir de garantie pour l'instant, sauf si, on va dire,
il y a des phénomènes spirituels qui entrent là-dedans, parce que j'ai eu des fois des témoignages de gens qui ont été trouvés en Inde et qui en fait avaient plusieurs siècles. Voilà, donc ça pose question, mais à part des exceptions, là on est sur des exceptions, des témoignages de gens de confiance, mais voilà, c'est pas ce qui peut, on va dire, toucher l'humanité à 99,9% demain, contrairement au projet Silicon Valley. Par contre, là, les solutions que je vous dis de mettre en œuvre, eh bien, si vous faites même de la balade en montagne, etc., ben, prévoyez de ne jamais être exposé au rayonnement X et gamma du soleil entre, on va dire, 10 heures du matin et 15 heures de l'après-midi en été, et sur la fin du printemps et sur le début de septembre. Vous dites, oui, mais c'est vachement bloquant pour les balades. Mais oui, mais c'est pas mon problème. C'est juste la science qui est comme ça, j'y peux rien. Donc vous avez une épaisseur d'atmosphère. Quand cette épaisseur elle est traversée de façon verticale par le soleil, quasiment verticale, eh bien, il y a très peu de filtration, alors quand elle est traversée en biais, vous avez une filtration qui est suffisante pour amortir l'incidence et la violence de ces rayonnements. Qui plus est, il faut aussi savoir que la Terre, avec son champ magnétique, et aussi l'effet de prisme que la Lune fait dans son cycle de 28 jours, et qui est d'ailleurs supérieur quand on est en pleine Lune, donc quand elle est de l'autre côté par rapport au Soleil, la Lune par rapport à la Terre, donc la Terre, la Lune et le Soleil, eh bien, elle va avoir un effet de captation de plein de rayonnements environnants qu'elle dévie et qu'elle ramène sur la Terre et qui vont suivre les rails magnétiques et qui vont en 2 ou 3 secondes faire plusieurs fois le tour de la Terre. Je ne sais plus si c'est 3 ou 4 fois, bon, c'est un truc comme ça. Et après, ces rayonnements vont s'annihiler et on va dire, il y a des chocs de particules, il y a un freinage, donc certaines particules vont pas aller très loin, vont tout de suite, on va dire, plaquer au sol ou traverser les montagnes, d'autres vont être dans l'atmosphère et revenir de façon plus en plus proche du Soleil. Donc en fait, on est sur une sorte de bobine magnétique qui va prendre autour d'elle et ramener, après filtration, tous ces rayonnements. Donc en fait, le Soleil est extrêmement nourricier le matin et le soir. Enfin, nourricier pour l'oxydation et pour la dynamique le matin, puis on va dire créateur de réduction avec un phénomène aussi de mort entre guillemets, puisque il y a l'or riant et il y a l'oxydant, c'est-à-dire oxy, c'est qu'on va tuer la petite histoire de la journée, donc l'ego du moment, et on va le mettre en moment de calme pour qu'il aille dans la réduction. Voilà, donc il y a toujours ce cycle alchimique en réalité qui se fait entre matin acidification, midi oxydé. Je crois que je le fais à l'envers, attends. Ouais, c'est ça. Matin, parce qu'avec la calme, il faut que j'y pense. Matin, acidification, midi oxydé, après-midi alcalin, et la nuit réduite. Voilà. Donc, si on comprend ça et que c'est lié aussi à l'incidence des angles solaires, on peut se nourrir de ce qui est oxydant pour la dynamique, et très bien d'avoir de l'oxydation, de l'oxydation, et c'est très bien aussi le soir d'avoir de la réduction, donc d'entrer dans ces mécanismes. C'est aussi pour ça que je disais hier sur un live avec Doc Tesla et Hervé, je disais que si jamais on utilise un ioniseur d'air, eh bien, il faut le mettre de 18h à 22h pour entrer dans le cycle de réduction. Il ne faut pas le mettre tout le temps. Voilà. Et puis pour pas que ça contrecarre aussi trop les mécanismes naturels, il faut, s'il est fait pour 30 mètres carrés, il faut le mettre sur 50 mètres carrés pour qu'il n'y ait pas un surdosage de ces ions négatifs. Parce que souvent, en fait, le surdosage pose plus de problèmes que le sous-dosage. Voilà. Il y a plein de facteurs comme ça où la dose, en fait, viande complètement le cycle endocrinien. Puis après, pour le soir aussi, pour entre guillemets s'endormir, puisque Damien, tu m'as dit que tu avais des petits soucis à ce niveau-là, eh bien, en fait, le fait de baisser la lumière de façon progressive entre 19h et 22h, ça prépare l'endormissement. Donc, en fait, ça informe le cerveau et les cycles endocriniens vont se mettre là-dessus. Donc, parmi les facteurs aussi de vieillissement prématuré et de maladies professionnelles, il y a par exemple tous les travailleurs de nuit. Les travailleurs de nuit, le problème, c'est qu'ils sont éveillés la nuit. Et nous, on n'est pas fait pour être réveillés la nuit et avoir des activités, on va dire, conscientes, intelligentes, corticales, avec en fait une absence de lumière naturelle. Donc, on est fait pour réfléchir avec la stimulation des yeux, par la lumière naturelle, autant que possible, et pour avoir d'autres phénomènes qui se passent dans l'obscurité. Et si on inverse totalement la chose, eh bien, en fait, c'est extrêmement préjudiciable pour la santé. Donc, j'invite évidemment toutes les femmes, parce qu'elles portent la vie, elles ont, on va dire, plus de responsabilités au moment de ces 9 mois de grossesse, à fuir comme pas possible. Et là, il n'y a pas d'égalité des sexes, les femmes. Désolé, la nature n'a pas fait d'égalité des sexes. Hein. Sinon, on le saurait. Voilà. Donc, à fuir le travail de nuit. Parce que qui dit que vous travaillez jeune de nuit, dit qu'au niveau, si vous êtes enceinte, le médecin il va vous interdire votre travail. C'est très simple. Il va vous dire, vous ne pouvez pas travailler si vous travaillez de nuit alors que vous êtes enceinte. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait que ça dérègle complètement le système endocrinien. Donc, des femmes qui sont gardiennes de nuit, comme des gardiens dans des vigiles et des trucs comme ça qui bossent la nuit. Moi, j'ai connu des hommes comme ça, ils se sont bousillés à la santé et c'est un truc qu'on fait genre 5-10 ans pour faire un peu de fric parce que c'est un peu mieux payé, parce que c'est des travails de nuit, etc. Mais c'est pourri de chez pourri. Donc, le travail en 3-8 aussi, j'ai vu ça aérospatial,
Aérospatiale, SNIA, Thales, Alenia, Matra, ça a changé 15 fois de nom en 40 ans. Donc l'entreprise qui est à Cannes-la-Boca, à la jonction entre Mandelieu et Cannes-la-Boca, les mecs, des fois, quand ils étaient en retard sur les satellites, ils faisaient travailler tous leurs ingénieurs en 3/8. Mais c'est violent, c'est de la merde pour la santé. Ah ouais, mais tu comprends, il y a les assurances, il y a le délai sur le pas de tir à Kourou, etc. Bon, bref. Donc, voilà, il y a un souci avec le travail de nuit. Donc, vraiment, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire longtemps. Quand bien même, on dirait, ouais, mais c'est nécessaire pour les centrales nucléaires, pour ceci, pour cela, pour la sécurité. Ouais, bah, si on peut éviter, il faut vraiment, vraiment, vraiment éviter. Donc ça, il y a le déséquilibre endocrinien de base, ne serait-ce que sur les deux plus grands régulateurs endocriniens, qui sont évidemment la pituitaire avec la DHEA, principalement, et puis la pinéale avec la mélatonine, même s'il y a aussi la valentonine et d'autres hormones. Mais en gros, il faut que cette alternance DHEA-mélatonine soit vraiment réglée sur le cycle jour-nuit et avec une progressivité à l'endormissement par la baisse de luminosité en soirée, et inversement aussi, pour ceux qui, par exemple, devraient des fois se lever un peu trop tôt en hiver, il faudrait en fait avoir des simulateurs de l'aube, c'est-à-dire des lampes qui se règlent comme un réveil et qui vous mettent une lumière progressive pour que vous vous réveillez de façon assez progressive et pas de façon brutale, ou que vous vous réveillez totalement dans l'obscurité avec le fait de faire le forcing sur la volonté et ne pas avoir la lumière qui vous soutient pour ça. Donc il y a des simulateurs de l'aube, et donc ça, on va dire la vigilance endocrinienne sur la lumière, pour avoir à la fois ce fameux phosphénisme du docteur Lefébure au moment où on travaille de façon consciente, en étant près de la lumière, et le simulateur de l'aube et le simulateur du crépuscule, on va dire qui lui théoriquement se fait naturellement si on a des vitres et pas de rideaux, eh bien c'est une super contrainte, et là-dessus la prière musulmane est intéressante, je l'avais déjà cité, mais faut vraiment penser que il y a eu un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais où en fait les heures n'avaient pas la même durée, parce que il y a eu des périodes dans la civilisation musulmane notamment, où en fait on utilisait l'ouverture solaire, donc qui est très faible en hiver, genre le soleil se lève à 9h et puis il se couche à 16h30, tu vois. Et puis finalement en été c'est plutôt 4h du mat, 21h15 ou 30, tu vois. Donc en fait les heures n'avaient pas la même durée tout au cours du calendrier de la journée en hiver versus en été. Bah, pour nous c'est encore amplifié, hein. Voilà, ici. Donc, si on tient compte de ça, eh bien, en gros, qu'on bosse moins en hiver et plus en été, quitte à faire une sieste, évidemment, pour compenser le yin dans le yang en été, eh bien, on se prolonge la vie, puisque la sieste aussi, ça prolonge la vie. Mais il n'y a pas besoin de la faire en hiver, la sieste, vu, on va dire, l'ouverture solaire et le temps d'obscurité, mais il faut juste accorder son travail et accepter de contraindre son employeur ou soi-même à dire bah, je ferai 2 heures de moins en hiver et 2 heures de plus en été. Voilà. Et on va dire au gros de l'été, s'accorder une bonne petite sieste d'1 heure minimum pendant 2-3 mois de l'été. Et avec ça, on se prolonge la vie et on n'est pas obligé de faire la sieste toute l'année. Le reste du temps, en printemps et automne, on peut faire un quart d'heure, une demi-heure, comme ça, en s'allongeant même en restant pas complètement, en restant réveillé pendant qu'on s'allonge, juste pour mettre un petit peu le corps au repos, mais on n'est pas obligé de prolonger. Alors que si on l'a fait en été, et aussi, je veux dire, pendant la pleine lune, parce que essayez de comprendre que quand la lune, en fait, est de l'autre côté, donc quand elle est du côté plein, on va dire, vis-à-vis de la Terre, entre quand il y a l'alignement, on va dire, Soleil, Terre, Lune, eh bien, la Lune va faire beaucoup de déviations de cette énergie lumineuse et la ramener sur la Terre. Donc, en gros, une sieste d'1 heure est 10 fois plus efficace à l'approche de la pleine Lune, avant ou après, mais dans cette période-là, plutôt qu'en lune noire. Une sieste en lune noire ne va pas être efficace. Et, qui plus est, je vais rajouter pour ceux qui sont observateurs, par exemple, une sieste avec la pleine lune, mais si la pleine lune, vous la voyez dans le ciel à midi, enfin à midi plus ou moins, vous la voyez, en fait, dans le ciel, eh bien, au midi solaire, donc plutôt 14h, 13h45 en été, pour l'instant, eh bien, en fait, ça va être moins efficace que si elle est de l'autre côté de la Terre. Donc, dites-vous que si vous voyez la Lune, c'est moins utile de faire la sieste, si vous avez peu de temps à consacrer à faire des siestes de récupération, de fatigue, que si, en fait, vous ne la voyez pas du tout dans le ciel et que, donc, elle est de l'autre côté de la Terre à ce moment où vous allez faire la sieste par rapport au dynamisme journalier de la rotation de la Terre. Plate ou pas. Voilà. Je dois en rire un petit peu quand même. Donc, il y a des choses qui sont toutes simples et qui permettent d'optimiser. Alors, j'avais cité aussi l'exemple où, moi, quand j'ai fait mon chantier, donc je me suis pris toute l'année, pendant 2 ans, le rayonnement solaire et le froid en hiver, des fois même sous la neige, je travaillais. Et puis, en été, je me mettais sous la casquette 2 ou 3 feuilles d'aluminium.
Pourquoi? Parce que ça a bloqué le rayonnement solaire et ça me permettait de ne pas saigner du nez à cause du rayonnement solaire. Parce que j'avais remarqué quand j'étais petit que quand je jouais au tennis, je faisais du tennis pendant que le soleil cognait un peu, eh bien, la dynamique corporelle plus le soleil égale saignement du nez. Donc, bon, il y a un souci, quoi. Et voilà. Et pour éviter aussi cette trop grande fluidité sanguine due à l'absorption des rayonnements solaires, qui fait que si on se blesse sur un chantier, des fois on pisse un peu le sang et puis après ça ne s'arrête pas de couler, c'est à la limite de l'hémophilie à cause de la tachycardie, etc. Eh bien, j'avais mis ces quelques feuilles d'aluminium. Si vraiment on est un maçon de plein air en permanence, on peut carrément mettre genre une bavette de plomb sur la casquette, parce que là, on va éviter déjà tout ce qui est violence de l'angle solaire sur la tête. Alors, on l'évitera pas sur la peau, mais au moins sur le cerveau, parce qu'il y a aussi des cellules souches dans le cerveau. Hein. Il y a plusieurs endroits où il y a des cellules souches, donc il faudra éviter que ces cellules souches soient on va dire désagrégées au niveau de l'ADN par du rayonnement solaire. Donc ça peut paraître bizarre, c'est un peu comme les fous là, qui se mettent le casque sur la tête avec l'antenne dans certaines représentations du New Age, des fois pour rigoler ou pas. Mais en fait, en réalité, à certains moments, c'est nécessaire de se protéger du rayonnement solaire. Et puis, évidemment, vous pouvez le faire aussi avec des vêtements particuliers. Donc là, il peut y avoir aussi des façons de se vêtir qui peuvent induire une protection. Parce que de toute façon, quand le soleil est haut, vous le prenez où essentiellement? Sur les épaules. Donc c'est là que vous avez des coups de soleil. Vous voyez, donc, ce que vous prenez sur les épaules, et ben là, vous pouvez mettre aussi un petit peu d'aluminium et un vêtement et quelque chose qui va faire au moins un renvoi efficace de l'infrarouge dans un premier temps. Bon, le gamma, il va pas être arrêté par une feuille d'aluminium, ou même 3 ou 4. Ce sera plutôt du plomb pour commencer à l'arrêter. Voilà. Bon, donc ça, c'était la question des angles solaires. Donc, on vient de voir 3 facteurs de vieillissement. Et maintenant, on va parler de la relance des cellules souches. Parce que dans notre corps, on a des cellules souches et on peut relancer ces cellules souches. J'avais donné l'exemple dans une visioconférence précédente de l'aigle pirargue qui peut vivre jusqu'à 80 ans si à ses 40 ans, il décide de refaire un cycle de 40 ans. Donc, il fallait qu'il s'arrache les plumes, qu'il se pète les griffes et qu'il pète son bec. Donc, il faut quand même un acte de volonté, d'autodestruction pour se régénérer et puis relancer les cellules souches. Et puis, il se fait, je crois, 180 jours sans bouffer ou 120 jours, un truc de dingue quand même. Donc, si on veut relancer les cellules souches, nous, il faut qu'on prenne l'habitude de faire des diètes. Alors, je vais donner des caractéristiques claires parce qu'on n'arrête pas de voir des gens qui disent il faut faire 5 jours de diète, il faut faire 15 jours, il faut faire 40 jours, en dessous d'une semaine, ça sert à rien, en dessous de 3 semaines, ça sert à rien. On entend tout ce genre de conneries. Et en fait, c'est très très simple. C'est qu'il faut descendre en dessous de l'IMC, donc l'indice de masse corporelle, l'IMC à 22,5, il faut descendre en dessous, et à partir de là, le moindre petit jeune qui fera une semaine ou 10 jours, déjà, il sera efficace pour relancer les cellules souches. Pas forcément de façon à vous faire repousser des dents tout de suite, mais il va avoir une certaine efficacité. Et après, il pourra même être fait de façon à être prolongé pour avoir un effet de relance des cellules souches, mais avec un jeûne partiel, à savoir quand même remettre des minéraux dans le corps, parce que le jeûne, il a quand même des inconvénients aussi. Il n'y a pas que des effets bons pour la santé. C'est que déjà, il ne faut pas le pratiquer si on a encore des dents dévitalisés ou des foyers infectieux, quels qu'ils soient. Donc, j'en ai déjà parlé, tartre, athérome, ligature de trompe, amygdale mal opérée, pas terminée, pas tout enlevé, et poche parodontale, et surtout cavitation et dents dévitalisées. Voilà. Donc, si on pratique le jeûne et qu'on a toujours des productions endogènes de toxines, en réalité, le jeûne ne va pas pouvoir produire son effet, et c'est le problème qu'avait trouvé José Giras González, donc le livre de bioélectronique que j'ai présenté dans la visio bioélectronique, c'est qu'après, le RH2, il descend beaucoup trop, et l'énergie électrique de surface dans le sang n'arrive pas à se stocker au niveau cellulaire. Donc, en fait, on risque carrément de faire des maladies de réduction. La peste, voilà, des maladies comme ça. Donc le problème, c'est qu'il faut d'abord travailler sur les foyers infectieux pour être sûr que le jeûne puisse générer dans le sang une quantité d'électrons supplémentaires par réduction, et que cette quantité d'électrons, à un moment, elle va revenir et travailler et être stockée au niveau cellulaire, qui est des mécanismes, on va dire, de décharge de cette charge. La charge du sang par le jeûne et décharge vers les cellules. Voilà. Donc, il faut vraiment, entre milieu extracellulaire et milieu intracellulaire, qui ait une capacité dynamique. Et la présence de toxines empêche totalement ce travail dynamique. Et je rappelle que le sang, c'est une seule entité. Hein. Donc ça, je vous renvoie vers les travaux de Fritz Albert Popp sur le fait que quand vous mettez dans le noir, dans l'obscurité totale, un laser ici sur un méridien, de l'autre côté, il sort de la lumière.
Donc voilà, l'acupuncture, c'est pas de la blague. Sinon, tout ce qui est luminothérapie et toutes ces thérapies sur les points d'acupuncture, ça fonctionnerait pas. Puis c'est aussi des points d'électrodermie. Donc je rappelle que si le courant il passe mieux à certains endroits qu'à d'autres, c'est pas pour rien. On a 2,5 fois plus de courant qui passe sur les points d'acupuncture que sur le reste de la peau. Donc c'est pas voilà, ça s'invente pas. Et puis c'est pas lié au circuit nerveux, c'est pas directement lié aux matières qu'il y a dessous. C'est lié à une structuration énergétique plus ou moins invisible ou indécelable a priori, mais que la médecine traditionnelle chinoise et ayurvédique a toujours pu utiliser et connaissait. Donc tout ça pour dire que si on veut relancer les cellules souches, il faut s'obliger chaque année à avoir des périodes de dynamique où on va manger beaucoup et d'autres où on va manger pas. Il ne faut pas manger tout le temps pareil. Je vous dis ça pour le boulot, je vous dis ça pour le sommeil. Et il y a aussi le respect des cycles, des courbes pour la bouffe. Quand il y a de la bouffe, vous prenez bien hydraté, etc. Le corps, il va faire des efforts, le pancréas aussi, il aura 2-3 mois de fatigue, mais très bien. Il va apprendre aussi à ne pas être trop fainéant. Et puis, à d'autres moments, il faut lui offrir des moments de gros repos, de grande régénération et restructuration. Et s'il n'y a pas, chaque année, pour la plupart d'entre vous, on va dire, une fois que vous êtes redescendu en dessous de 22,5, entre 3 et 10 jours de jeûne, ou une cure méthode gernaise, André Gernaise, eh bien, vous pouvez être sûr que vous ne relancez pas vos cellules souches. Donc, il faut d'abord atteindre le 22,5 d'IMC. Donc, je rappelle, c'est le poids sur la taille en mètres au carré. Donc, si on fait, par exemple, 1,80 m et qu'on fait 80 kg, c'est 80 kg divisé par 1,8 fois 1,8. Voilà. Donc, il faut, en général, c'est avec 10 de moins qu'on arrive à être bien, c'est-à-dire, si on fait 1,82 m comme moi, ou 83, il faut avoir 73 kg, quoi, à peu de choses près. Voilà. Et puis, plus on va vers le petit, plus on est petit en taille, et moins, ce serait plutôt 8 si on est sur 1,60 m, et si on est autour d'1,80 m, c'est plutôt 10. Voilà, pour le faire simple, le rapport poids-taille. Donc, il faut retrouver cet IMC, et à partir de cet IMC, descendre un petit peu en dessous, régulièrement. Donc, ceux qui même font 40 jours de diète, mais ils partent de là, je connaissais des mecs qui avaient 30 kilos trop, ils disent, ah, moi j'ai fait un jeûne d'un mois complet. Ouais, t'es redescendu là, mais t'as pas atteint le 22,5 et donc t'as pas fait travailler en acidose ton corps pour que l'acidose sanguine et la réduction relancent les cellules souches pour la régénération. Donc en fait, voilà, t'as essayé, mais il fallait atteindre l'IMC et le dépasser et y rester pendant quelques jours pour que ça fonctionne. Voilà. Donc, il y a aussi le problème des trop maigres. Tous les gens qui n'ont pas un IDMC, on va dire, trop proche du 22,5, si vous êtes déjà trop bas comme moi j'ai été il y a une vingtaine d'années à 18,5, là, le jeûne, il va pas du tout fonctionner. Il faut travailler sur autre chose. Et l'autre chose, en l'occurrence, pour moi à l'époque, c'était le fait d'éradiquer les foyers infectieux. Ce qui fait que dès que j'ai éradiqué les foyers infectieux, j'ai perdu cette fameuse masse de minéraux qui étaient déposés avec la maladie de Paget autour de la colonne vertébrale et des articulations, sur l'articulation par exemple du bras. J'ai même, là, vous voyez, je suis carrément tout droit. Alors qu'avant, j'étais comme ça. C'est-à-dire qu'il me manquait environ 7 degrés d'angle. Et ça me faisait chier quand au sport, je faisais des pompes parce que quand les mecs ils se reposaient en haut, moi, je reposais pas. J'étais encore en tension. Et j'étais pas comme ça, quoi. Et j'ai gagné carrément 7 degrés d'amplitude. Mais c'est tellement hallucinant pour moi, du point de vue mécanique, que c'est une réalité qui est, qui est vraiment monumentale, quoi. Comment gagner entre l'âge de 28 ans et 46 ans, 7 degrés sur des articulations. C'est totalement ubuesque et pourtant ça m'est arrivé. Donc cette maladie de Paget, ce phénomène anode-cathode avec des dépôts périarticulaires et sur la colonne vertébrale de minéraux qui ne trouvent pas preneur au niveau cellulaire, et donc le sang, il n'arrive pas à tenir la charge, il se débarrasse, et puis tout ça, ça s'oxyde, ça rouille, ça vient se déposer. Eh bien, voilà, il faut mettre en place les conditions pour que on soit pas dans ces extrêmes, soit de surpoids en croyant que 30 jours de jeûne nous a fait relancer les cellules souches, non, ou trop maigre en croyant que c'est le jeûne qui va nous sortir de nos problèmes, alors que c'est le contraire. Le jeûne va être un jour de jeûne égale 1 kilo perdu, moi, il y a 25 ans. Hein. Donc, un jour de jeûne, c'était la folie. Et parce que en gros, c'est le fait d'être ramené au 22,5 qui est la marque du fait que ce qu'on fait est efficace. Et quand j'ai enlevé mes dents dévitalisées, dans les 3-4 mois qui ont suivi, j'ai repris une dizaine de kilos, et 6 mois après, j'étais pile poil à l'IMC 22,5, alors que j'étais à 18,5 avant. Donc, j'ai repris du bon gras, parce que j'ai manqué de gras, évidemment. Et voilà, c'est un indicateur, l'IMC de 22,5. Donc, à chaque fois que vous avez une technique de santé, un produit, un truc qui vous ramène près de l'IMC et qui vous met dans la bonne direction, eh bien, vous pouvez considérer que c'est quelque chose de salvateur. Et inversement, vous êtes à 20 et vous faites un jour de jeûne, vous perdez 1 kilo, arrêtez. Ça ne sert à rien, vous êtes dans la mauvaise direction.
Je vois qu'il est 50. Alors, j'ai parlé dans les autres visios, donc ça, je ne vais pas trop relancer la question de l'hygiène intestinale, mais évidemment, de façon synchrone avec le jeûne, il y a la question de l'hygiène intestinale, donc le fait d'offrir quelques moments où les intestins peuvent se nettoyer. Donc, pour ceux qui seraient déjà trop maigres, mais il vaut mieux passer à l'irrigation colonique. Donc là, vous allez sur colon-net.com et vous regardez le sujet. Vous pouvez faire des lavements au café, etc. Et puis, éventuellement, 1 ou 2 jours de jeûne par an, mais surtout pas plus si vous êtes en dessous de 22,5 ou nettement en dessous de 22,5. Voilà, ce ne sera pas la première approche à privilégier. Mais disons que du fait du déficit en mouvement, du fait de la malbouffe, du fait des problèmes sur les probiotiques, etc., eh bien, l'hygiène intestinale, eh ben, on va dire que j'avais un naturopathe clairvoyant, surtout un type qui pratiquerait l'irrigation colonique en milieu hospitalier ou en milieu de thalassothérapie, en fonction de ce qui sort, il a l'habitude. Et à force de sortir de certaines morphologies ou certains âges, certains gens, j'ose pas dire personne évidemment, des fois qui se pensent souverains mais qu'ils n'aient pas encore réussi le grand œuvre au niveau interne et à laver leurs vêtements, qui est le corps, eh bien, s'ils ont l'habitude de sortir des trucs, ils peuvent voir arriver un type et s'ils disent, lui, on va lui sortir ça, 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 et en couleur, ça va donner ça. Ils savent déjà, en fait, ce qu'ils vont sortir du trou du cul du mec qui n'a jamais fait de jeûne depuis 30 ans, mange, a du surpoids et n'est pas dans une attitude hygiéniste. Voilà. Donc, je rappelle aussi qu'en bioélectronique, les meilleurs résultats étaient donnés par l'hygiénisme Marcheseau. Donc, l'hygiénisme Marcheseau, c'était sur les quelques personnes, enfin les quelques gens, quelques êtres humains qu'on avait pu tester, c'était ce qui donnait les meilleurs résultats. Mais après, il y a tout un tas de combinaisons possibles entre tous les modes alimentaires. Hein. Moi, je sais, on va dire, me débrouiller avec tout. Même si j'avais que des céréales pour manger, alors que c'est pas top les céréales, je saurais me débrouiller pour les manger germées ou faites au levain et regrillées derrière avec de la vapeur douce, comme je me fais dans le grille-pain. Donc, en fait, pour rendre utilisable par l'organisme quelque chose qui, a priori, n'est pas fait pour l'homme. Les céréales, c'est fait pour les oiseaux. C'est pas fait pour l'homme. On est là pour manger les fruits et accessoirement des légumes. Des légumes racines pour retourner un peu la terre de temps en temps. Et théoriquement, on est là surtout pour manger des fruits et l'homme, à la base, est surtout frugivore. Voilà, pas seulement une question biblique, c'est aussi une question, on va dire, anthropologique. Parce que finalement, la nourriture la plus évidente, c'est celle qui, est abondante et facile à prendre. Or, une bestiole, pour lui courir après, c'est compliqué pour l'avoir. Donc, il y a un phénomène de survie. Alors que l'arbre, justement, c'est une sorte de communion sexuelle buccale, parce que l'arbre, en fait, il veut que ses graines aillent germer ailleurs. Donc, il veut que les oiseaux viennent prendre les hommes, etc., pour que les graines aillent se replanter ailleurs. Donc, il attire aussi avec les sucres, avec le bon goût dans le fruit. Donc, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, on ne peut pas se reproduire, donc pour l'arbre, si on n'a pas créé un mécanisme d'attirance et où on n'est pas collaborateur de la vie de celui qui veut nous rendre le service d'aller multiplier notre espèce à distance. Donc, c'est évidemment le fruit qui n'enlève pas de la vie à l'arbre, mais au contraire, qui allège les branches, qui est le mécanisme le plus salvateur pour l'arbre. Alors que même au niveau même des légumes, les racines, c'est l'être lui-même, c'est pas sa graine, vous voyez. Donc, dans le seul cadre, on va dire, qui est véritablement pro-vie, même les graines germées, en fait. Graines germées, c'est une arnaque. Hein. Vous mettez des graines à germer, vous commencez à faire le bébé, dès que vous avez fait le bébé, vous le bouffez. Ben non. Alors que le fruit de n'importe quel arbre, avec son conglomérat, eh bien, c'est, par essence, c'est comment dire, c'est un cadeau que l'être vivant végétal va faire à l'humain ou va faire à toutes les espèces pour pouvoir se reproduire et ça ne fait que améliorer sa vie le fait que les fruits soit tombent, soit ramassés, soit cueillis. Voilà. Bon, j'ai fait le tour de ces petits facteurs principaux. Après, j'en avais cité quelques autres qui sont aussi très intéressants dans les religions, parce que les religions, ça fait quoi? Ça reliere, reléguer. Donc, chez les Juifs, vous avez le Shabbat, le fait d'instituer un cycle de repos avec un jour où vous devez rien faire. Alors, moi, je me l'impose pas encore parce que je bosse un peu trop, mais des fois, aujourd'hui, je me suis accordé 2 ou 3 heures de stop, quoi. Voilà, donc il faut trouver des moments où on s'accorde 2-3 heures, on fait rien, le far niente, voilà, la vacuité, le vide, donc avec le vide. Faut se trouver un petit moment, et les oligarchies nous l'imposent tous les 100 ans, 1920, 1820, 2020, etc. Et après, il y a aussi, dans certaines religions, comme la religion catholique, eh bien l'hostie qui, quand elle est consommée régulièrement par les
les pratiquants va prolonger en moyenne de 14 mois la vie. Et il y a des études qui ont été faites là-dessus qui montrent que c'est pas forcément lié qu'au facteur de prudence. Donc, j'avais montré dans une vidéo précédente que des fois les hosties ont, on va dire, ce qu'on pourrait considérer comme un implant éthérique de cellules de myocarde du cœur du logiciel du Christ. Et on avait vu que le pape François, s'il a été un petit peu mis sur le devant de la scène, c'est parce qu'il y a eu un miracle le jour de l'Assomption dans son pays, là dans son patelin, en 96, je crois, et qu'il y a eu un miracle qui s'est produit et qui, d'une certaine façon, l'aurait peut-être, aux yeux de certains, désigné comme quelqu'un à travers ou à côté de qui se passent des phénomènes miraculeux et au-delà du naturel, donc surnaturel, puisque c'était dans son fief qu'avait eu lieu ce miracle dont on avait parlé et on avait fait un article là-dessus, donc avec l'hostie qui était tombée par terre, avait été remise dans un calice, et finalement avec l'humidité, parce qu'avec l'humidité il y avait des cellules sanguines qui venaient d'un muscle de myocarde et qui étaient immortelles. Alors théoriquement c'est mortel, ces cellules ça ne doit pas survivre plus de 30 minutes. Donc en fait le fait de se réimplanter un implant éthérique qui prend une matérialité avec l'humidité, que ce soit notre salive, de l'eau ou n'importe quoi, eh bien ça permet de retélécharger le logiciel du cœur du Christ. Et voilà, quelles que soient les civilisations qui s'amusent à bricoler ce genre de choses de l'autre côté et à intervenir comme elles l'ont fait dans l'histoire, soit à Fatima avec des démonstrations technologiques évoluées, ou soit même avec la Vierge de Guadeloupe. Donc là, il y a carrément de l'imprimante 3D instantanée sur le manteau d'un autochtone qui se retourne et qui prouve à l'évêque du coin à ce moment-là que il était bien en contact avec des forces supérieures qui lui donnaient des choses à dire et à transmettre, et comme il allait être voté la question du statut des indigènes sur le fait que est-ce qu'ils ont une âme ou non, et que ça allait mettre en balance le fait que est-ce qu'on peut les esclavager sans culpabilité, ou est-ce qu'on doit les convertir et les mettre dans le logiciel chrétien. Donc en fait ça conditionnait tout ce qui allait suivre pour l'Amérique, tant du nord que du sud, mais surtout du sud en l'occurrence. Voilà, c'était au Mexique, mais bon. Voilà, donc en fait il y a aussi un lien avec la pratique des religions et le fait qu'elles imposent des cycles de repos. Alors, des fois, certains considèrent que pour l'Occident, par exemple, le ramadan, c'est vraiment pas idéal, tel que c'est pratiqué, alors qu'on est plus adapté évidemment au carême. Donc, il faut respecter aussi la zone géographique, puisque le ramadan peut être assez intéressant en termes d'armes de survie, résistance à la déshydratation pour les peuples, on va dire, qui peuvent utiliser ça comme arme au niveau géographique contre les envahisseurs. Et donc, c'est le fait de cultiver génétiquement une arme qui fait qu'ils seront toujours indestructibles sur leur zone attribué, et inversement c'est pas du tout adapté à la civilisation occidentale, qui est un peuple où il y a plus d'eau, donc c'est un peuple de l'eau, et c'est un peuple qui ne doit pas se travailler la résistance à la déshydratation, mais au contraire l'exploitation intelligente de l'eau et sa préservation aussi. Voilà, j'ai fini pour ces éléments. Alors, j'avais dit que j'allais donner quelques petits trucs pratiques, parce que là, j'ai donné des choses pratiques à faire ou à ne pas faire, surtout à ne pas faire. Et je vais vous donner, donc, je crois que j'en ai déjà parlé en partie, dans le chat. Voilà, vous pouvez, si vous êtes intéressé et que vous n'avez plus de foyer infectieux bucco-dentaire, parce que vous avez bien fait le nettoyage, ce qui concerne que 3% des Français, je précise. Hein. Donc, bon, 3% des gens qui nous écoutent, à moins qu'ils aient déjà fait le boulot. Vous pouvez, par exemple, prendre des compléments alimentaires. Il y en a un qui est très, très bien et que je recommande, et que je ne fais même pas en parrainage. Alors je pourrais, mais j'ai même pas trouvé mon numéro de parrainage et je m'en fous complètement et je suis pas du tout dans ces dynamiques-là. Donc ça s'appelle BioBasic chez Life Plus. Je vais le mettre dans le truc. Donc ça, vous pouvez en consommer, ça vaut 67 € le pot, et vous pouvez en consommer, on va dire, en cure dans un premier temps, et après vous en faites 6 ou 8 par an. Et c'est déjà pas mal. Vous pouvez le mélanger avec le produit qu'on trouve en magasin bio, qui s'appelle Cannes, le mou de pain en poudre. Donc ça, c'est de la poudre de pain de seigle fermenté. Je le mets, voilà. Alors, fermenté. Donc il est fermenté 6 à 8 mois. Cannes, K-A-2-N-E. Donc vous mélangez un petit peu de ça, donc vous mettez genre 5 ou 10% de ces ferments lactiques issus du seigle. Et puis vous pouvez prendre un autre produit qui s'appelle Silice chez Plocher. Voilà. Donc il y a des produits qui s'appellent les produits Plocher, et vous prenez le produit qui s'appelle Silice, et qui va permettre, comme le fait la vitamine D, donc vous pouvez faire ça aussi en complément avec des cures de vitamine D, de renforcer tout le parodonte, parce que ça va stimuler
la production, j'avais expliqué dans la visio sur les transmutations biologiques que silice, eh bien, c'est un numéro atomique 1428 et que ça permet avec un carbone 12 donc de faire 40, calcium 40 ou 20, calcium 20-40. Voilà, donc un carbone 6-12 plus une silice 14-28 va donner, par les transmutations biologiques à basse énergie, très facilement, un calcium 20-40. Et donc, c'est une sorte de précurseur, mais par information, parce que c'est sur du talc. Hein. C'est l'information de la silice, c'est pas de la silice en tant que telle. Sinon, sur la silice, vous avez l'ortie, vous avez le silicium organique, etc. Voilà, donc là, si vous voulez faire déjà une cure basique, comme j'ai dit, qu'il y a des produits qui sont réservés dans un système, on va dire, de cooptation, d'analyse, si ça vaut le coup de prolonger certaines personnes, en fonction de leurs humeurs, leur état d'humeur, ce qu'elles veulent cultiver et dans quelle direction elles veulent croire et croître, eh bien, il y aura la possibilité d'accéder à, et gratuitement qui plus est, à terme, à des produits où il y aura 15 produits différents en un. Mais là, je vous en ai mis 3, c'est déjà pas mal. Donc, vous pouvez déjà commencer. Et c'est presque même pas la peine de commencer à me demander les 15 si vous n'avez pas déjà commencé à travailler dans tout ce qui a été proposé et qui a été indiqué. Quoi. En gros, si vous n'avez pas pris déjà ces 3 produits-là, c'est pas la peine de venir me demander c'est quoi tes bactériales chimiques, c'est quoi tes produits que tu ne nous as pas dit dans la visio. Voilà. C'est pas la peine. Il faut commencer avec le début et les bases. Et une fois que vous aurez enclenché des petites choses, avec quelques jours de jeûne, comme j'ai dit, à la lune noire, on peut se faire un jour de jeûne à chaque lune noire, par exemple, et surtout évidemment en hiver et en début de printemps, pour le nettoyage chez les Occidentaux. Eh bien, déjà, vous faites ce genre de petit travail de détox, et puis vous allez voir, en liaison avec l'IMC, comme j'ai expliqué, et vous allez voir si vous avez des petits résultats de mieux-être, et petit à petit, vous essayez de trouver des solutions pour votre mieux-être. Voilà, j'ai terminé. Bon, 1 heure désolé pour le dépassement de 2 minutes. Est-ce qu'il y a des questions, Damien? Des questions. Non, j'en ai pas vu. C'est parfait. Je dois être d'une clarté incroyable. Non, j'en vois pas. Bah, écoute, on ne peut pas faire plus bref et plus clair. Voilà. Ça marche. Donc, les amis, si vous ne faites pas du 120 ou du 130, il n'y a pas de radar. Hein. Je parle, 120 ou 130 ans après avoir vu ça, en mettant bien en pratique tout ça, c'est que vous ne l'avez pas mis en pratique. Voilà. Ça marche. On se retrouve rendez-vous dimanche 20h pour la suite, la partie 2. Oui, et en même temps, non. Parce que, en fait, je pense que comme tu m'as incité à faire des vidéos courtes avec toi, finalement, j'ai été très synthétique. Je me suis mis un plan très clair. Et maintenant, je vais rester en privé. Comme je t'ai dit, j'avais 50 fois les confs de base à donner. Donc là, j'en suis peut-être à peu près à la moitié ou un peu moins à 28. Et tout le reste, maintenant, je vais le garder pour les gens qui s'engagent réellement. C'est-à-dire que quand ils entrent, ils sortent pas tout de suite. Tu comprends bien ce que je veux dire, Damien, malgré les difficultés. Et aussi pour les gens qui veulent aller dans certaines directions, parce que, comme j'ai expliqué, il y a des choses où on fait plus marche arrière. Voilà, donc quand on commence à communier avec une hostie ou à pratiquer une religion ou un système, c'est pas pour essayer qu'un jour et repartir. Voilà, donc quand on entre dans une démarche et qu'on suit des personnes, entre guillemets gourous, mais moi je fais pas de secte, ça m'intéresse pas, mais je considère qu'il faut s'engager sur quelque chose qui nous coûte et sur laquelle on investit pour qu'il y ait un retour et voir si l'investissement a généré, etc. Et puis, petit à petit progresser. C'est comme ça que l'énergie s'améliore. Donc, il n'y aura pas de deuxième partie. Je vais juste indiquer aux gens qui veulent me contacter, qu'ils aillent sur VK. Déjà, ils vont se réinformer, parce qu'il y a autre chose que sur Facebook. Et qui me contactent en message privé sur mon VK. Donc, François Bleuez sur vk.com. Et qu'ils entrent en contact avec moi. Et ce qui sera mieux, c'est qu'avec la formule d'investissement dont j'avais parlé la dernière fois, qui est basée sur le don, eh bien, il y aura une solution pour que les produits en question, ils ne les payent qu'une fois pour les avoir tout le temps, au moins pendant 3 à 5 ans a priori. Donc, je préfère que des gens qui payent, on va dire, 1 an de produit et qui en ont pendant 3 ou 5 ans, plutôt que des gens qui payent de leur côté et de façon assez décousue, sans forcément suivi aussi de la mise en pratique et des résultats, qui vont payer chaque année les produits. Moi, je trouve que c'est plus intelligent d'aller sur un système où il y aura des petits qui feront des petits et des produits qui feront des produits et qui fait que 1 an de conso de produits fait qu'on peut en consommer 3 à 5 ans. Voilà, à minima, d'après mes estimations. Voilà, il n'y aura pas de deuxième partie. Par contre, lisez bien les bouquins aussi et achetez-les, parce que si vous avez vraiment 40 € à mettre sur des bouquins, c'est de la bombe et surtout c'est de la science. C'est pas du peut-être, moi ceci, moi cela, mon cas particulier. C'est de la méta-analyse et c'est de la grande intelligence
voilà, des meilleurs du moment et qui d'ailleurs sont embauchés à la Silicon Valley comme le mec, la Miroslav Radman. Voilà, au revoir à tous, au plaisir de vous retrouver dans d'autres cadres. Et puis, comme je te dis, Damien, vu que j'ai beaucoup monopolisé cette chaîne, ça me ferait très plaisir de passer la main pour moi-même bénéficier de ce que les autres ont à y dire. Et voilà, je suis beaucoup tes conférences aussi en semaine et toutes les interventions des différents intervenants. Et donc, je vais, on va dire, éviter de pouvoir simplement être accusé de gouroutiser ta chaîne. Voilà, je fais pas de. J'ai déjà mon église et mes paroissiens avec 3 clochers et je gagne déjà de l'argent là-dessus. Donc voilà, je suis pas dans cette optique-là sur Internet et que ça se sache, histoire que je sois, on va dire, non identifié comme le mec qui veut faire son petit club à la Thierry Casasnovas et qui va vous vendre 10% des solutions dans un extrémisme crudivoriste ou je ne sais quoi. Voilà, moi, c'est plutôt de la méta-analyse et c'est une vue d'ensemble et c'est, je donne des éléments, mais après, on passe en club privé et on s'engage sur des choses qui permettent que les solutions soient mises en pratique de façon durable. Voilà. Pas de problème. Au revoir à tous et Bonne soirée. soirée. Allez, ciao, ciao, ciao.